Voilà, une semaine qui débute avec cette difficulté. Mesdames, Messieurs, toutes nos excuses pour ce retard constaté dans le démarrage de cette émission. Nous sommes aujourd'hui lundi 9 novembre 2020. Nous sommes en direct donc des studios de Watt FM et True TV. Merci de nous rejoindre pour cette émission. Les tribunaux de l'actualité, ce rendez-vous sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation, parce que tout simplement, nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Partageons cette pensée de l'écrivain philosophe Paul Valéry qui dit ceci: la guerre, c'est le massacre des gens qui ne se connaissent pas au profit des gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. Bonne méditation en cette journée du 9 novembre 2020. Bienvenue à cette première convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Loukman Sanfo est mon nom, je préside ce tribunal avec la complicité des juges au siège. Ce matin, pour l'instant, c'est le juge Ben Abouma qui est au siège. Bonjour. Bonjour Président, bonjour Madame, Messieurs. Merci à vous et merci également à l'équipe de réalisation qui s'attelle avec toutes les difficultés en tout cas à permettre la réalisation de cette émission du mieux qu'elle peut. En tout cas, ce matin, 3 sujets retiennent notre attention. On va parler de ces différentes crises post-électorales les plus notables actuellement. On parlera de la Guinée, on parlera de la Côte d'Ivoire, on parlera également des États-Unis d'Amérique. Pour ce qui est d'abord de la première affaire, vous savez que Cellou Dalein Diallo, donc l'opposant déclaré qui s'est autoproclamé vainqueur de l'élection présidentielle en Guinée, n'a pas en tout cas tardé en termes de réaction. Il a rejeté la décision du Conseil constitutionnel confirmant la victoire du professeur Alpha Condé, et face donc à la presse à son domicile, le candidat de l'UFDG a souligné qu'accepter cette décision revient à se rendre complice, dit-il, de l'assassinat de la démocratie et de l'état de droit dans son pays. Cellou Dalein Diallo a appelé à une ville morte ce lundi. Quel est le regard qu'on peut y porter? Ça va être la première affaire de cette émission du jour, le tribunal de l'actualité. Dans la deuxième partie, on parlera bien entendu de la Côte d'Ivoire comme annoncé. Vous savez que le gouvernement a annoncé des poursuites judiciaires contre l'opposition, et c'était d'abord le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire, qui l'a annoncé depuis mardi dernier, des poursuites contre les auteurs et complices de violences perpétrées pendant donc la campagne et lors de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Il cite nommément des acteurs de l'opposition. Vous savez également que plusieurs membres du CNT donc ont été arrêtés, dont son porte-parole Afin Guessa. On va y porter un jugement dans cette émission, le tribunal de l'actualité. Dans la troisième partie de l'émission, on parlera des États-Unis. Vous le savez également, après des jours d'incertitude, Joe Biden a remporté l'élection présidentielle américaine. Alors que signifie cette victoire de Biden pour le reste du monde, notamment l'Afrique? Ça va être l'autre interrogation dans cette émission. Bienvenue à tous et à toutes. Voici les 3 affaires enrôlées. Juste après la virgule, on va écouter le juge au siège Ben Abouma pour ses avant-propos. Je rappelle que vous nous suivez en direct de Watt FM et True TV à cette émission, le tribunal de l'actualité. Nous sommes le 9 novembre 2020. Alors Ben Abouma, j'insiste pour qu'on sache que nous sommes bien en direct. Alors qu'est-ce qu'on peut bien partager ce matin en guise d'avant-propos? Merci Président. En guise d'avant-propos ce lundi matin, vous dites qu'on commence avec de la difficulté. Oui, c'est une semaine, je pense, difficulté, défi, quoi qu'il en soit en tout cas. On a pu commencer, c'est l'essentiel. Donc, pour dire que je souhaite un très bon lundi à tout le monde, une très bonne semaine. Je suis tombé en avant-propos, 2 avant-propos, sur une correspondance que l'association des résidents de la cité de Bassinco, Arciba, donc a adressée au ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, soulevant une préoccupation liée au changement de destination des logements sociaux en école. En effet, j'ai un extrait, en effet, de nombreux logements sociaux ont été soudainement transformés en établissements scolaires au milieu des habitations. Malgré ce non-respect aux exigences réglementaires en matière de création et d'ouverture des écoles, voilà ce qui est important. Ils disent: les promoteurs de ces écoles affichent fièrement des autorisations délivrées par vos services aux grandes dames du voisinage immédiat. Beaucoup de résidents ayant approché l'association s'interrogent sur la légalité d'un tel changement de destination qui ne cesse de s'accroître dans la cité. Notre souhait est d'anticiper en trouvant une solution durable afin d'éviter des conflits ouverts de voisinage qui s'annoncent. Donc, on aura dit, l'autorité en tout cas a été prévenue.
ça, c'est une meilleure façon de prévenir les éventuels conflits qui pourraient venir. Bon, vous dites que c'est des logements sociaux. Normalement, c'est ceux qui n'ont pas... Quand on parle de logements sociaux, il y a tout le contenu social qu'on met à l'intérieur. Mais quand quelqu'un transforme ce qu'il a acquis comme logement social, appui social en business, donc il tient également des autorisations, il y a lieu de savoir quels sont les papiers, quelles sont les normes qui ont été respectées pour qu'il y ait ce changement de destination finale de ces logements sociaux. Les voisins s'en plaignent parce que quand on parle d'école, on parle de bruit d'enfants, on parle avec tout ce qui va avec comme réalité scolaire. Donc, parce qu'après on va parler de franchise scolaire à ne pas violer et tout, alors que monsieur ou madame était venu juste pour y loger. Donc, le ministère a déjà fait des efforts dans cette réglementation. Il y a des écoles qui ont été fermées et tout, mais ici c'est une interpellation qui cogne fort et qui demande qu'il y ait un regard pour éviter effectivement les éventuels conflits. Donc c'était mon avant-propos. Là, le ministre est interpellé, mais monsieur est en campagne pour être élu député à l'Assemblée nationale, mais comme ces services techniques continuent, alors que c'est d'ailleurs certains de ces services qui ont délivré ces autorisations, nous espérons qu'une solution pourra être trouvée. D'accord. Deuxième avant-propos, c'est lié à la campagne. Et quand on parle de campagne électorale, on parle de joute verbale avec tout ce qui va avec. Et donc là aussi, on a de ces envolées lyriques, des gens qui amusent la galerie. On s'y attendait. Des pics qui sont envoyés, des insurgés qui sont énervés, et puis des électeurs parfois désabusés. Et puis vous regardez parfois aussi les affiches et les photos. C'est la cour assidue aux grands électeurs, la cour assidue à certaines personnes, et puis il y en a qui se mettent dans des postures qu'on ne pouvait pas imaginer du haut de leur standing, et puis bon voilà. Donc avec aussi la tenue qui va avec. Donc il y a également un langage et puis des promesses, des grandes promesses. Il y en a qui promettent des tunnels, il y en a qui promettent de nous relier jusqu'à la mer, d'autres promettent des bourses pour tous les élèves burkinabés. Il y en a qui promettent de régler en 6 mois la question sécurité et de lutte contre le terrorisme. Et patati et patata. Donc ainsi va. C'est ça aussi la campagne électorale. Maintenant aussi, il y a aussi des promesses non tenues qui sont fort bien rappelées. Certains qui ont été dans des localités il y a 5 ans pour promettre le macadam, pour ne pas dire le goudron, se sont retrouvés dans cette localité sans avoir mis le goudron. Et la question qu'on se pose, c'est comment d'ailleurs ils y sont arrivés, quoi. Donc il y a des localités où on se disait que ceux qui étaient là il y a 5 ans pour faire des promesses n'allaient pas être reçus compte tenu du fait des promesses non tenues. Mais non, c'est une foule en liesse qui a accueilli tambour battant et qui forme le long cortège et qui accueille. Bon, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui va marcher? Personne ne le sait. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent amuser la galerie, moi je conseille de suivre de près les discours des hommes politiques et on saura ce que certains ont dans le ventre pour nous. Donc c'est ça aussi. Il y a des grandes promesses, mais il y a des promesses aussi qui ne sont pas réalistes, quoi, ou pas réalisables. Réalistes aussi, pas réalisables dans les temps annoncés. Donc, mais en tout cas, c'est sécurité, réconciliation nationale, industrie, agriculture. Ça tourne autour de ces 4 thématiques. Voilà. Donc c'est ce que j'avais comme avant-propos. C'est sûr qu'on aura le temps, peut-être 2 semaines après la campagne, de revenir en profondeur sur un certain nombre d'éléments. D'accord, merci à vous pour ces regards sur l'actualité en guise d'avant-propos, les 2 que vous nous avez partagés d'une pertinence on ne peut plus en tout cas démontrer, on va dire. Et à présent, mesdames, messieurs, on va parler de la première affaire enrôlée en cette émission du jour. Nous sommes le 9 novembre 2020, donc on va parler donc de la situation post-électorale au niveau de la Guinée-Conakry où le candidat de l'UFDG, en la personne de Cellou Dalein Diallo, a en tout cas rejeté, dit-il catégoriquement, les faux résultats de l'élection présidentielle du 18 octobre dernier, proclamés par la CENI, puis validés par la Cour constitutionnelle de Guinée. Alors, il a convoqué la presse à son domicile où, en tout cas, il a souligné qu'accepter cette décision revient à se rendre complice de l'assassinat de la démocratie et de l'état de droit dans le pays qu'est la Guinée. En tout cas, il a appelé ce matin même, depuis hier en tout cas, ce matin même, les choses devraient se dessiner au niveau de ce pays-là, une opération ville morte pour un guise de désobéissance civile, on va dire comme ça, dans ce pays-là. Quel est le regard qu'on peut y porter? Déjà, Ben Abouma,
pour certains, bon nombre d'observateurs, le fait que M. Alain Diallo s'est déjà autoproclamé avant même la proclamation des résultats par la CENI, il fallait s'attendre véritablement à ce type de scénario-là. Quelle est votre appréciation? C'est d'ailleurs par là que j'allais effectivement commencer, parce que il ne pouvait pas en être autrement. Parce que M. Diallo ne peut pas sortir, dire qu'il a gagné avant même la proclamation officielle par la commission en charge des élections, donner son taux, dire qu'il a battu Alpha Condé en plat de couture et reconnaître également un autre résultat contraire ou différent de ce qu'il a annoncé. Parce qu'ici, on ne parle même pas d'un second tour. On parle de quelqu'un qui a gagné au premier tour, ce que certains appellent Koukao, d'autres disent Takokele ou je ne sais pas moi, il y en a qui disent Mwevuka. Et donc, qui estime que effectivement, s'il y a eu un premier tour, c'est lui. En dehors de sa personne, il ne peut pas en être autrement. Donc tous les résultats qui vont être proclamés, qui ne vont pas aller dans le sens de M. Diallo, ne vont pas effectivement recevoir son assentiment. Et donc, il reste logique, constant. Maintenant, c'est la suite. Parce que le Conseil constitutionnel ayant effectivement validé les choses, je pense que la boucle est bouclée. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? C'est comme il a dit, désobéissance civile. Est-ce qu'il va saisir d'autres instances au niveau sous-régional, comme parfois c'est fait? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, la réalité aussi, c'est que Alpha Condé ne s'était pas présenté à cette élection pour perdre. Il s'est présenté pour gagner, malgré le poids de l'âge, malgré le poids de 10 ans de travail à la tête de la Guinée, malgré le poids de 40 ans d'opposition, avec tout ce qu'il a connu comme réalité de terrain, des difficultés de vie, malgré tout ce poids-là sur Alpha Condé, il se dit que 10 ans après, il peut toujours continuer. Et donc, il demande encore 5 ans. Et donc, déjà, 15 ans dans la vie d'un chef de l'État, 10 ans déjà, ce n'est pas du jeu. On ne parle pas de quelqu'un qui veut 15 ans avec son âge, comme je l'ai dit. Donc, ce n'est pas aussi évident. Mais c'est un Alpha Condé qui s'est présenté pour gagner. Et donc, la réalité aussi, elle est là. C'est un Cellou d'Alain Diallo qui avait fait croire qu'il n'irait pas à une élection, qui est une mascarade pour valider quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas correct, et qui se retrouve effectivement dans cette même compétition avec des règles du jeu, qui ne sont pas bien, qui ne sont pas correctes à ses yeux, mais qui part quand même. Vous jugez vous dites que la qualité de l'arbitre qui va arbitrer le match, l'arbitre a un parti pris. Parfois vous l'avez vu avec le maillot de l'équipe adverse, et puis vous dites vous avez hésité, après vous partez quand même en compétition avec ce même arbitre là et vous espérez également un résultat différent. Mais est-ce que Alain Diallo aussi pouvait s'y prendre autrement? Parce que aussi la politique de la chaise vide ne paye pas. Comment j'existe politiquement si je boycotte? Donc je pense qu'il a essayé de regarder comment faire. Donc je participe aux élections avec en tête mon plan B aussi par rapport à l'issue des résultats. Peut-être ça peut marcher. Si ça marchait pour Adama Barrow contre Yahya Jammeh en Gambie, pourquoi ça ne va pas marcher? Si ça marchait pour Alassane Ouattara contre Laurent Gbagbo en 2010, pourquoi ça ne va pas marcher? C'est vrai que Barrow, Ouattara c'est différent, parce que Alassane avait une armée internationale qui l'a soutenu. Barrow c'est venu après, mais au moins Barrow a été subtil avant que effectivement l'armée sénégalaise, la CEDEAO, surtout l'armée sénégalaise, puisse l'aider pour qu'effectivement ils prennent le pouvoir. Donc il se dit, si ça marchait pour les deux, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas pour moi? Donc c'est aussi certainement avec ce calcul, une idée derrière la tête, qu'il est allé aux élections. Malheureusement, les événements ont pris une autre tournure et on espère que la voie légale va prévaloir, la voie de la raison va prévaloir, mais les choses aussi sont en train d'être pliées et à l'allure où vont les choses, c'est la rue qui risque de trancher dans cette affaire-là. Et donc, soit en sa faveur, soit en sa défaveur, mais ça risque d'être la question du rapport de force qui va déterminer l'issue. Ici, c'est la Cour constitutionnelle qui vient de se prononcer à l'issue donc des résultats déjà qui avaient été partagés par la CENI. On sentait déjà la détermination de M. Diallo, mais beaucoup ne pensaient pas qu'il allait en venir jusqu'à défier, en tout cas, cette validation par la Cour constitutionnelle. Du coup, on se pose la question qui répond certainement à l'un des propos que vous avez tenu tout à l'heure. Pourquoi prendre part à un système ou à un jeu où on ne reconnaît pas véritablement la
qualité du système. En fait, ici, il n'est pas dans la logique de défier la Cour constitutionnelle. Il n'est pas dans une logique de défi. Il est dans une logique de déni. Je ne reconnais pas. Donc, c'est une non-reconnaissance. Et je ne crois pas qu'il ait dit que la Cour n'est pas compétente pour ceci. Il s'est dit que cette fois-ci, la Cour a validé quelque chose qu'elle ne devrait pas valider. Et donc là aussi, c'est sûr qu'il est surpris parce qu'il comptait effectivement sur cette Cour-là pour trancher, pour dire le droit, donc pour dire donner des résultats en sa faveur. Et donc si les résultats avaient été en sa faveur, il n'en serait pas là. Donc les résultats sont en sa défaveur et donc il prend également un autre comportement. Mais la Côte d'Ivoire, c'est clair. L'opposition dit il faut réformer la CEI, il faut dissoudre le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que pour recomposer. Parce qu'ils disent que c'est un instrument que Alassane contrôle. Donc là-bas, ça dit que les deux arbitres posent problème. Son arbitre et son assistant, si vous voulez, je ne sais pas moi, posent problème. Mais ici, c'était d'abord la commission qui était décriée par sa composition et tout et tout. Et après, les résultats sont proclamés. Il s'est dit, on va de l'autre côté, ça va marcher. En Côte d'Ivoire, en 2010, avec la scène d'Amani Picasse à la commission électorale indépendante, qui s'apprêtait effectivement à proclamer les résultats. Là-bas, c'est défavorable à Gbagbo. Mais c'est le Conseil constitutionnel qui valide Gbagbo. Bon. Avec un monsieur comme Paul Yaoundé en son temps à sa tête. Là-bas, la lecture est différente. Mais ici, tous les deux sont alignés pour un seul candidat. Voilà. Mais là-bas, en Côte d'Ivoire, c'était différent. Lui proclame ici, celui-là dit, c'est lui qui a gagné. Mais alors que la Côte d'Ivoire, ce qui était aussi bizarre en 2010, c'est que c'est la CEI qui transmet au juge suprême, qui regarde, qui conforme avant de sortir, dire. La CEI n'a pas transmis. Sur quelle base maintenant? Donc, c'était tout un. Mais là-bas, c'était un imbroglio. Oui, c'était un cas atypique. Où c'était un rapport de force, chacun avait ses hommes qu'il contrôle. Donc la réalité aussi, elle était là. Donc la Guinée, on pourrait dire qu'Alpha Condé contrôle ces appareils, tout comme c'est le droit qui a été dit. Voilà. Mais si c'est le droit qui a été dit, il faut se poser une autre question. Est-ce que M. Diallo joue au mauvais perdant ou effectivement on lui a volé sa victoire? Et en l'étape actuelle des choses, sauf une enquête indépendante, peut permettre effectivement de voir clair dans cette situation. Mais c'est quelqu'un qui a quand même été floué dans deux élections différentes. En 2010, après, les uns et les autres disent qu'il a gagné. Sékouba Konaté, l'ancien président de la transition guinéenne, a eu à le dire que si Dalen Diallo gagnait en 2015, ça n'allait être que justice qui lui a été rendue par rapport à 2010. Ça veut dire toute autre chose. Après, le même Sékouba a maille à partir avec Alpha Condé. C'est un passeport qui était expiré et il fallait des interventions pour renouveler le passeport. Monsieur était à l'extérieur et il ne pouvait même pas rentrer en Guinée. Parce que là aussi, cette phrase, il a payé cash. Donc, pour Dalen Diallo, cette fois-ci, il a gagné et on veut lui voler sa victoire. Il est arrivé à cette conclusion que si en 2010, il aurait gagné et qu'on lui a volé sa victoire, c'est que cette année également, c'est pareil. Il avait même dit qu'il ne va plus se laisser faire. Donc je pense qu'il est dans cette logique. Donc quand même, il joue aussi le code de la communication. Il ne parle pas de sa victoire, il parle de la victoire du peuple, puisqu'il demande au peuple donc de défendre son suffrage qui a été exprimé et en termes de confiance à lui porter. Alors, est-ce que en termes de rapport de force, aujourd'hui, M. Dalen Diallo, qui appelle donc à une ville morte, peut véritablement mobiliser encore les acteurs civils à défendre sa cause? Oui, justement. Mais puisque l'homme politique dit, c'est pas le dit toujours, c'est le peuple. Il parle au nom du peuple, il défend le peuple, il veut travailler pour le peuple. Et c'est ce même peuple qui l'a choisi. Donc quand il parle des résultats atteints, c'est le peuple qui lui a donné cette caution. Donc c'est une victoire du peuple. Donc il n'y a pas de... D'un point de vue, il est dans sa logique. Si ces résultats ont été obtenus par le choix du peuple, donc si ça ne revient pas de droit au peuple, c'est le peuple qui a été volé, il appartient à ce peuple également de s'assumer pour lui garantir sa victoire. Donc, la question principale, effectivement, c'est est-ce que M. Diallo pourra mobiliser sérieusement pour pouvoir faire respecter
les résultats issus des urnes comme il réclame qu'il a gagné. Ça va être effectivement un travail déterminant. C'est maintenant, je dis bien, c'est la question du rapport de force. Est-ce qu'il pourra mobiliser à Conakry et au-delà de Conakry pour faire effectivement infléchir la tendance? Répondez à la question à vous-même. Est-ce que vous y croyez à cette capacité justement de M. Diallo à mobiliser les Guinéens? Capacité à mobiliser les Guinéens, les hommes politiques seuls arrivent difficilement à remporter. Si en Guinée on avait une société civile forte qui avait commencé la bataille pour garantir la transparence du scrutin, pouvoir mettre un certain nombre de garanties qui puissent permettre que les résultats issus des urnes puissent effectivement être proclamés, mais qui veillent sur le fait qu'il y ait réellement le respect des résultats issus des urnes, ça, il pouvait avoir une chance. Mais cette fois-ci, je ne peux pas être affirmatif parce que ne maîtrisant pas très bien les capacités de mobilisation de M. Diallo, surtout après les élections, parce que dans ce rapport de force-là, appeler à la rue, c'est prendre le risque également d'exposer la vie des citoyens. Est-ce que les citoyens également vont suivre? Est-ce qu'ils ne vont pas se dire, écoutez, le vieux, s'il a trop fait ces 2 mandats, est-ce que ce n'est pas la peine de laisser nous réorganiser pour revenir dans 5 ans, battre Alpha Condé? Donc ce n'est vraiment pas évident que d'Alain Diallo seul, avec surtout d'autres qui étaient à l'opposition mais qui ont refusé de partir compte tenu de la situation. Parce qu'il fallait aussi travailler à réunir les autres opposants pour un seul combat, comme au Mali. Mais là, on n'est pas dans une telle situation. Alassane et Bédié en 2010 a été un enjeu majeur pour pouvoir contrer Gbagbo. C'était vraiment pas évident. Si les deux n'étaient pas allés ensemble au second tour, ils sont restés soudés. Si les deux étaient divisés, ou si c'était Alassane seul contre Gbagbo, ce n'était vraiment pas évident. Et donc ici, qui sont ceux de l'opposition qui sont avec Alain Diallo dans cette bataille-là? Bon, quelqu'un dont le domicile effectivement était aussi encerclé, dont les mouvements sont limités pour aller rencontrer des gens ou recevoir des gens pour parler stratégie, parler planification. Alors que, comme on le dit, le temps est un autre nom de Dieu. Plus vous perdez en temps, plus vous perdez, comme les ardeurs se refroidissent, et puis les autres n'arrivent pas effectivement à vous joindre pour pouvoir parler stratégie. Donc, est-ce que toute la classe politique... Puisqu'on est en train de se poser des questions, est-ce qu'il n'y a pas une logique quand même à observer pour quelqu'un qui dit qu'il a gagné les élections dès le premier tour, donc c'est-à-dire ce sont des millions de personnes qui l'ont voté, est-ce que par ricochet, il ne peut pas appeler ces millions de personnes justement dans la Russie et que cette démonstration devait être la preuve qu'il a gagné ou pas? Et là, on le saura à partir d'aujourd'hui, puisque d'ailleurs, il appelle à une ville morte. De comment est-ce que cette ville morte sera suivie, on saura. Deuxièmement, c'est dans les heures qui suivent par rapport à la mobilisation. Est-ce s'il est capable de mobiliser, on le saura. J'ai dit, on va rentrer dans une logique de rapport de force. Et si, il n'a pas les autres opposants avec lui. 2, la communauté internationale, la CEDEAO qui recule, qui avance, qui recule, qui avance. Et tous les autres organismes internationaux et les autres pays à l'échelle internationale. Si ces messieurs ne se rangent pas d'un côté de la balance, c'est pas évident pour Alpha Condé. Les autres, ça a marché parce que cette même communauté internationale a embouché sa trompette pour soutenir l'un ou l'autre camp. En Côte d'Ivoire, en Gambie et dans bien d'autres pays, c'est ce qu'on a vu. Mais ici, ce n'est vraiment pas effectivement évident. J'ai dit la bataille de Condé de Diallo, c'était avant les élections. C'était aussi, comme je l'ai dit, c'est aussi pouvoir réunir les conditions pour une élection transparente. Et là, les hommes politiques seuls ne peuvent pas. Il faut un apport conséquent de la société civile. Parce que l'homme politique calcule, l'homme politique regarde. Donc, est-ce qu'il a pu faire ça? Et aujourd'hui, lui-même, il a des résultats qu'il a proclamés avant la proclamation officielle, avant la sortie officielle. Et ça, c'est ça qui change le jeu. Alors qu'ailleurs, les gens disent nous avons des résultats contraires et les avancent après publication. Maintenant, ça devient une confrontation. Et mieux, ils peuvent demander un recomptage des votes. On peut demander. En Gambie, ça a été demandé. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, Gbagbo l'a demandé, il ne l'a pas obtenu. Mais curieusement, Alassane avait demandé ça pour la Gambie. Il faut faire un recomptage de votes. Au Gabon, des gens ont demandé le recomptage des votes. Et même la Côte d'Ivoire, je crois, en son temps, avait demandé pour le recomptage des votes au Gabon. Donc,
Maintenant, mais compte tenu du fait qu'il l'a annoncé avant, certains aussi ont dit, bon, écoutez, ça devient compliqué, quoi. Parce que c'est des résultats qui n'ont pas été proclamés par... alors que dans la conduite des choses, vous devez patienter, attendre la proclamation officielle par l'organisme qui s'occupe des élections, pour que le contentieux électoral s'ouvre, et à partir de ce moment-là, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez mettre en branle. Mais aujourd'hui, ça, il ne l'a pas respecté. Mettant certains qui étaient peut-être prêts à soutenir mal à l'aise, parce que ça va à l'encontre de la loi électorale. Et dans aucun pays, personne aussi ne va tolérer, y compris les observateurs, ou que quelqu'un se proclame vainqueur avant les élections, avant les résultats officiels. C'est ce que Jean Ping a fait au Gabon. Et la suite, on la connaît. Après, il demande un recomptage, mais les uns disent, mais bon, vous avez une démarche illégale. C'est difficile également de vous soutenir. Et Dalin Diallo tombe dans le même piège. Et ça complique, je dis bien, les choses. Pour ceux qui sont de bonne foi et qui voudraient soutenir, ça ne lui facilite pas la tâche de mon point de vue. Est-ce qu'il est d'ailleurs possible d'envisager un recomptage de voix quand on sait que c'est la même CENI qui avait proclamé les résultats? Certains observateurs internationaux avaient certifié presque, en tout cas, la crédibilité du scrutin. À quoi bon recompter les voix dans ces conditions-là? Mais justement, c'est pourquoi j'ai dit il aurait pu jouer autrement, que peut-être l'argument de demander un recomptage peut peut-être passer. Mais aujourd'hui, ça va être difficile. Puisque quand vous êtes sorti pour dire que vous avez gagné, qui a dit que vous avez gagné? Vous vous fondez sur quoi? C'est vrai qu'il avait donné comment ils ont fait les calculs et tout. Mais vous êtes candidat. Vous ne pouvez pas proclamer victorieux avant la fin du match. Alors qu'il y a un arbitre qui est là, il y a tout un commissariat au match ici, il y a des supporters qui regardent médusés. Parce que vous gagnez 2-0 déjà, vous dites que c'est suffisant, vous avez plié le match à la 89e minute, vous dites qu'il faut siffler la fin de la récréation. Alors qu'il reste une minute. Bon, donc, il y a eu ces choses-là qui n'ont pas facilité. Donc, demander un recomptage, la question, ça va être recompter quelle voix? Les voix de la CENI ou bien vos voix? Est-ce que ce que vous avez présenté et vous dites que c'est sur cette base que vous avez gagné, est-ce que c'est ce résultat-là qu'on doit recompter? Ou bien ce sont des résultats de la CENI que vous ne reconnaissez pas qu'on doit recompter? C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a eu un piège dans lequel monsieur est tombé qui est difficile à gérer. Est-ce que vous ne craignez pas, on va dire, une dégradation du climat social encore, avec ce qu'on a déjà connu? Il y a eu des morts. Est-ce qu'avec cet appel à la désobéissance civile qui a été exprimé par M. Diallo, on ne craint pas le pire dans ce pays-là? Mais c'est la crainte parce que, j'ai dit le mandat de M. Condé, il y a eu beaucoup de morts qui ont accompagné le mandat. Quand Lassana Conté est décédé, les Guinéens sont morts jusqu'à ce que la transition, pendant la transition, l'affaire du 28 septembre jusqu'à présent n'est pas encore élucidée. Et puis, donc on a évolué à l'élection de 2010-2015. Les manifestations de rue, il y a eu des morts. Encore dans cette élection, pendant les manifestations, on a eu également des morts. Bon, c'est pourquoi j'ai dit la crainte aussi, c'est ça. Est-ce que l'appel sera entendu compte tenu de ce qu'il y a? Parce qu'on a en face un Alpha Condé aussi qui est prêt aussi à en découdre, qui fait encercler un domicile et qui reste sourd aux appels incessants de la communauté internationale. Sorti dans ces conditions pour réclamer une victoire, c'est sûr qu'il y a encore risque que les armes parlent ou qu'il y ait mort d'homme. Et ça ne va pas être des morts de trop pour la démocratie guinéenne. Mais comment est-ce que dans cette situation, voilà. Mais j'ai dit, étant dans une logique de rapport de force, M. Diallo sait que s'il appelle ces éléments à sortir, Alpha Condé ne va pas lâcher. Il va également faire sortir ces éléments. D'abord la puissance publique, la force publique, mais aussi ses ouailles qui risquent également de faire des contre-marches. Donc il y a ce risque-là qu'il y ait un embrasement de la Guinée. C'est des choses également qu'il ne veut pas. Dalin Diallo se comporte ici de la sorte. Il veut pas, il y a des lignes qu'il ne veut pas franchir compte tenu du poids, du prix à payer. Et Alpha Condé sait être sur ça. Donc ça peut être aussi l'une de ses faiblesses parce qu'il s'est dit, s'il pousse trop, c'est des Guinéens qui vont partir. Est-ce que c'est cette Guinée-là aussi qu'il veut diriger? Il est dans cette difficulté de choix qu'il a toujours suivi jusqu'à présent.
D'accord. On va espérer que les choses se passent le moins dramatique possible dans ce pays et on attendra la fin de la journée pour faire le bilan de cet appel à l'opération Ville morte lancée par Cellou Dalein Diallo. Merci à vous pour cette lecture de la situation guinéenne. On va maintenant parler d'une autre crise post-électorale, celle donc de la Côte d'Ivoire où on apprend en tout cas depuis l'annonce officielle du ministre de la Justice et garde des Sceaux en tout cas des poursuites judiciaires contre l'opposition. En tout cas, on a annoncé de façon officielle depuis les 3 novembre passé des poursuites contre les auteurs et complices des violences perpétrées pendant et lors de la campagne et l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Et ce ministre a cité nommément les acteurs de l'opposition. On a également noté l'arrestation de plusieurs acteurs donc du Conseil national de la transition, le CNT, mis en place par les acteurs de l'opposition. On a aussi entendu cet appel donc de Guillaume Soro qui depuis la France a appelé également l'armée à prendre ses responsabilités. Quel regard porter donc à cette autre crise au niveau de l'Afrique? Alors, commençons par parler d'ailleurs des poursuites judiciaires. Voilà, on parle des poursuites judiciaires perpétrées contre les acteurs donc de l'opposition. Pourtant, certains observateurs ont fait remarquer que les violences perpétrées à l'occasion donc de cette crise-là sont partagées de part et d'autre. Il y a autant de l'opposition comme des acteurs au pouvoir. Est-ce que là, nous sommes dans une situation de justice des vainqueurs qui est en train d'être mise en place, on va dire? Oui et non. Oui, justice des vainqueurs parce que c'est ceux qui ont gagné et qui dictent leurs lois. Et j'ai dit que dans l'histoire des peuples, le droit était toujours une question de rapport de force. Parce que c'est les forts du moment qu'ils écrivent en fonction de ce qu'ils veulent et en fonction de ce qu'ils entendent. Et l'histoire est là pour l'illustrer. Et même au niveau du Burkina Faso, nous sommes dans une telle situation. Donc, et nous n'échappons pas aussi à une telle situation. Donc la Côte d'Ivoire aussi. Donc de fait, c'est aussi une question de rapport de force et c'est les vainqueurs qui écrivent le droit. Donc ce qui se passe en Côte d'Ivoire également est une situation pareille. L'autre aspect, c'est qu'effectivement les violences ont été commises par les deux camps. Et là, le procureur Adou n'a pas nié. Il a même dit également que du camp des vainqueurs, ceux qui ont été les auteurs de ces violences-là, vont également répondre. Sauf que la rébellion ivoirienne, ça a été dit, mais le jugement dans les deux camps, c'est pas aussi évident qu'il y ait par rapport à ceux qui doivent répondre depuis la rébellion, de l'attaque de la nuit du 19 septembre 2002 jusqu'à la crise post-électorale de 2011, il y a quand même des gens qui sont restés intouchables, mais qui ont été épinglés, même par les enquêteurs de l'ONU et autres. Comme Fofié par exemple, qui fait partie également des zones célèbres, qui a été épinglé dans plusieurs rapports d'organismes internationaux, mais qui est libre, qui continue de vaquer ses occupations. Certains avaient craint que M. avait même dit que M. rejoindrait la CPI. Non. Et dans le camp d'Alassane Ouattara, il ne manque pas aussi qu'ils doivent répondre devant cette justice-là par rapport à la commission d'actes de violence et de meurtre pendant cette période-là. Ce que ça se fait attendre. Maintenant, pour la situation actuelle, est-ce que la donne va changer? Je ne crois pas. Parce qu'il a bénéficié d'ailleurs de ces violences et qui les a envoyés à le faire. Certains ont été équipés dans des véhicules. Donc, il y a cette réalité qu'il ne faut pas perdre de vue. Mais maintenant, par rapport à ce qui s'est passé sur la question électorale, en fait, il y a deux lectures. Parce qu'il y en a qui disent Alassane fait l'objet, a commis un parjure, une trahison également à la République et doit répondre. Donc ils sont dans cette posture et qui ne reconnaissent pas du tout cette élection parce que Alassane lui-même devrait pouvoir répondre devant la justice ivoirienne de fait de parjure et de trahison. À côté, il y en a qui disent il y a une élection qui a eu lieu, quelqu'un a gagné, des gens ont appelé à boycotter mais ont perdu et doivent se ranger. Légalité, légitimité. L'autre aspect qui vient s'ajouter, c'est que dans les dispositions légales, il y a quand même un cours pénal électoral. Également, les uns et les autres ne savent pas. La destruction du matériel électoral, empêcher les uns et les autres de voter, c'est puni. Et c'est précisé au niveau du code électoral. Il y a aussi, je dis bien, une procédure pénale électorale en la matière pour connaître effectivement de ces faits-là. Et donc, si vous appelez au boycott, est-ce que vous êtes obligé de détruire le matériel, de commettre des actes de violence
Ça, c'est un autre niveau, effectivement, d'appréciation, qui peut faire en sorte qu'on dise que vous avez la liberté d'appeler à boycotter, mais la destruction des biens électoraux, la destruction de ce matériel-là, vous devez aussi répondre pour cela. Donc, il y a ces lectures-là, effectivement, qui sont imbriquées dans cette affaire-là. Maintenant, après tout ça, ça devient maintenant la question du rapport de force terrain qui va être déterminant. L'opposition a perdu du terrain à un moment donné, parce que la désobéissance civile qu'elle avait appelée a tardé à être enclenchée, parce qu'il n'y avait même pas un contenu là-dedans. Sur quelle direction de la désobéissance civile les Ivoiriens devraient prendre, ça n'a pas été dit. Ils ont traîné avant de mettre du contenu. Et la désobéissance civile de l'opposition a commencé véritablement à fonctionner quand l'élection a commencé à s'annoncer. C'est pendant la campagne électorale, pour empêcher que les gens battent campagne, pour empêcher que les uns et les autres aillent voter, pour détruire le matériel électoral. Mais c'est pendant la campagne et la veille et le jour du scrutin que cette désobéissance civile a pris du galon. Mais après, les ardeurs également sont retombées. Parce que après la proclamation du CNT, Bédié encerclé, résident surveillé, pour certains non, c'est juste pour sa sécurité et tout, Afin-Guessan qui était porté disparu. Donc, une opposition qui se cherchait et qui n'arrivait plus à se réunir. Donc, quel contenu maintenant, quel est le nouveau contenu de cette désobéissance civile? Il n'y avait personne pour l'annoncer, puisque les gens se sont terrés, certains se sont cherchés, d'autres ne pouvaient plus sortir. Conséquence, l'opposition a encore perdu du terrain. Est-ce qu'elle pourra rebondir après les appels qui ont été émis, et puis Guillaume Soro de l'autre côté qui appelle... on va y venir sur ces aspects-là. La réalité, c'est le rapport de force, je dis bien maintenant, qui va déterminer la suite. Tout à l'heure, vous mentionnez également la sortie du procureur. Est-ce que vous avez senti cette neutralité de l'appareil judiciaire dans cette crise post-électorale, va-t-on dire? Parce qu'on se souvient également, le même procureur, quand il était sorti pour annoncer les poursuites contre Guillaume Soro à l'époque. Aujourd'hui, comment vous appréciez ce positionnement-là? C'est, comme on appelle ça, difficile. C'est une position que je n'arrive pas à cerner. Parce que quoi, il y a une question claire par rapport aux questions de parjure et de trahison du président Alassane Ouattara. La question lui a été posée. En tant que procureur, il dit il ne relève pas de sa compétence, que cela relève du ministre concerné. Non, vous êtes le judiciaire, le ministre de l'exécutif. En quoi est-ce que le ministre doit connaître des questions de parjure et de trahison si la procédure va à terme, c'est devant la justice qu'on doit connaître cela. Donc il appartient au ministre de décider, de dire Alassane a commis un parjure, Alassane n'a pas, parce que le procureur il est là avec les textes, il sait qu'est-ce qu'un parjure, il sait qu'est-ce qu'une trahison, c'est à lui de démontrer. Mais monsieur a dit, et puis il n'a pas nommé le ministre. Il a dit le ministre concerné, c'est qui? Le ministre de l'administration territoriale. C'est sûrement le ministre en charge de la justice. Le ministre de la justice. Mais c'est à lui de dire. C'est lui qui est le garde des Sceaux. Mais il devrait être précis. Il ne peut pas laisser les uns les autres dans le décor. En matière électorale, et puis pour ces questions, il y a plusieurs ministères qui rentrent en jeu. Il y a le ministère de la Défense, de la Sécurité, des Affaires étrangères, parce que ceux de l'extérieur votent. Et comment on appelle ça? De l'intérieur, décentralisation, de la justice, de l'économie et des finances. Il y a plusieurs ministères qui sont concernés par une élection. Donc il faut être précis. Mais il n'a pas été précis. Pourquoi? La question gêne et monsieur sait pourquoi il ne répond pas. Il dit que ce n'est pas à lui de répondre, que c'est au ministre concerné. Quel ministre? Ils n'ont pas le ministre. Très rapidement, il s'est échappé. Donc ici, la justice ivoirienne, par rapport à son impartialité, doit encore faire suffisamment de preuves. Parce que quand j'ai des juristes chevronnés, des professeurs d'université et des constitutionnalistes chevronnés ont fait partie de ceux qui ont écrit cette constitution, qui étaient sortis pour dire qu'Alassane ne peut pas être candidat. Et qu'un ministre sorte pour également dire qu'Alassane ne peut pas être candidat sur la base de cette constitution et qui démontre preuve à l'appui de façon sur le plan juridique que ce n'est pas possible et qui après revient dire que c'est possible et qu'un procureur n'arrive pas à nous situer clairement et nous renvoie vers un ministre qui est politique, il y a un problème. Soit le procureur fuit sa responsabilité
il ne veut pas s'assumer, ou il a un parti pris, tout simplement. De quoi il a peur? Son poste ou sa vie? Mais dans cette affaire, le procureur n'a pas été franc, de mon point de vue, dans sa démarche de pouvoir nous dire clairement que c'est ça ou ce n'est pas ça. Il ne faut pas envoyer les Ivoiriens balader. Il ne faut pas envoyer ceux qui suivent la balader, parce que c'est lui qui doit effectivement dire ce qu'il y a. Mais dire que Alassane a commis parjure et trahison, ça veut tout dire. Ça change tout. Dire que ce n'est pas fait aussi, ce n'est pas ça aussi, ça change tout, parce que lui également, il a une carrière à défendre. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie la balle à un ministre inconnu. C'est un ministre qui n'existe pas, parce qu'il ne l'a pas nommé. Le ministre concerné, c'est vague. Alors, Afin Guessan, qui est le porte-parole donc de l'opposition, arrêté. Plusieurs cadres également de son parti le sont également, y compris certains ministres donc de ce CNT autoproclamé. Alors, est-ce que le pouvoir de Ouattara fait bien d'agir de la sorte en mettant la main justement sur ces personnes-là? Dès lors que Alassane estime qu'il est légal et que l'appareil légal est avec Alassane, les fauteurs de troubles, normalement, la loi, effectivement, devrait pouvoir connaître de ces choses-là. Ce n'est pas pour rien que même l'insurrection burkinabé, il y en a qui doivent venir répondre de certains faits et gestes. Quand bien même, je dis bien, c'est une insurrection populaire. Quand bien même vous réclamez insurgé, il y a des manquements qui appellent effectivement que la justice puisse connaître. Comment est-ce que ça va se dérouler? On attend de voir comment est-ce que la justice va... Mais il y a un dossier judiciaire concernant l'insurrection populaire, où des gens ont été entendus, des insurgés ont été entendus, des victimes ont été entendues, et des non-victimes et des non-insurgés également ont été également entendus. Donc, on attend. Maintenant, par rapport à la Côte d'Ivoire, j'ai dit dès lors qu'il y a un pouvoir qui est là, qui a organisé ces élections, vous avez appelé à boycotter. Après, vous mettez en place un instrument qui s'appelle le Conseil national de la transition. Vous appelez à une transition illégale en fonction des postures des uns et des autres. Il ne faudrait pas s'attendre autrement. C'est là où Alassane les a pris de court. Ils l'ont enclenché sans apparemment un plan B. Au cas où Alassane arrivait à contrer, qu'est-ce qu'on sort comme plan B? Il n'y en a pas. Et la sortie de Gbagbo n'arrange pas aussi le camp de l'opposition. Vous nommez Gbagbo comme vice-président, grand médiateur, qui prend son téléphone, qui appelle le premier ministre et ministre de la Défense pour dire de desserrer l'étau autour de vous. Ça semble être une négociation. Ce n'est pas un message de fermeté qui est envoyé. Autrement dit, on n'aurait pas appelé. La chose la plus facile à faire pour Gbagbo, c'était d'appeler ses partisans à sortir. Mais là, non. Est-ce qu'on peut en conclure une désolidarisation de Gbagbo? Je pense qu'il rentre dans la position de la sagesse. Pas de désolidarisation. Il n'a pas dit qu'il n'est pas avec. Il a dit qu'il partage la lutte de l'opposition. Il partage la position de l'opposition. Il faut respecter ce qui est mis dans la Constitution. Et nos constitutions ne doivent pas servir de transition. Ça, il a dit dans son interview accordée à TV5. Mais il a dit clairement qu'il partage la posture de l'opposition. Ça donnait d'ailleurs du tonus à l'opposition. Mais aujourd'hui, Gbagbo rentre dans une logique de sagesse. Parce qu'il a dit, asseyez-vous et discutez. Asseyons-nous et discutons. C'est mieux de se parler que de se pourchasser. Donc je pense qu'il est dans cette logique et c'est ce qui fait qu'il appelle en bac. Les rumeurs ont commencé et puis un communiqué de presse qui précise les conditions de l'appel et de l'engagement que Ahmed Bakayoko aussi a pris. Donc c'est-à-dire, c'est de détendre l'atmosphère maintenant pour parler ensemble, pour voir comment est-ce qu'il faut gérer la suite. Donc je pense que Gbagbo est beaucoup plus dans la position de la sagesse parce que quand même 10 ans de présidence tumultueuse, après une crise post-électorale, 10 ans loin de la mère patrie, ça doit contribuer également à regarder les choses avec beaucoup plus de hauteur, beaucoup plus de sagesse. Et je pense que Gbagbo est beaucoup plus dans cette situation parce que sa vie politique a été tumultueuse. Est-ce qu'il faut continuer à cet âge-là encore ce tumulte-là? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas détendre? Je pense qu'il est beaucoup plus dans cette logique, mais pas une désolidarisation. Mais en même temps, il appelle à la sagesse des deux camps. Parce que si Ahmed Bakayoko doit contribuer à desserrer l'étau, il va falloir également que ceux qui sont en face montrent la bonne foi. Donc ça aussi, ça va être demandé. Ahmed va dire, ah ben bon, il faut également qu'il montre la bonne foi, fasse preuve de bonne foi, pour que moi aussi, il me facilite la tâche. Donc c'est une négociation qui démarre, même si de l'autre côté, Guillaume Soro appelle. Mais Guillaume Soro a raison.
il n'est pas à côté, lui il est de l'autre côté. C'est facile de prendre son téléphone, d'aller sur Facebook, appeler. Mais ceux qui sont sur le terrain, demander à Finguessan quand il s'enfuyait pour rejoindre son fief, s'il avait le temps d'appeler à de la mobilisation. Demander à Bédier et à son épouse également qui sont encerclés, si dans ces conditions-là, ce qu'ils regardent là, c'est d'appeler des gens. Parce que le numéro 2, Gikawe, n'est pas là, Afi n'est pas là, Afi qui n'est pas reconnu, le FPI Fidèle Agbagbo, pour le moment observe en spectateur. Qu'est-ce que vous faites? Parce que Afi aussi n'a pas grand monde à mobiliser. Mais est-ce que les partisans de Bédier vont sortir découdre? Parce que ceux qui ont la force et qui ne vont pas lésiner à sortir s'il y a un appel là, en réalité c'est le camp de Ouattara. Les irréductibles, ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Si c'est eux, si Alassane était dans la posture de Bédier aujourd'hui, la Côte d'Ivoire était sans dessus, sans dessous. Mais d'un autre côté, il y en a qui savent se contenir et qui s'imposent des limites à ne pas dépasser, parce que Oufou-Boigny avait réussi effectivement à mettre ça dans leur tête. Mais dans le camp Alassane, ce n'est pas évident. Et dans le camp des Gor, ce n'est pas évident. Alors que ceux qui sont concernés, c'est Bédier et Afi. Ce n'est pas seulement les Gor, parce que les Gor, leurs champions de l'autre côté, ils ne s'estiment pas concernés. Ils ne sont même pas allés prendre la carte d'électeur. Ils ne sont pas allés prendre la carte d'électeur. Ils disent que ça ne les concerne pas. Et c'est quand Babo est venu que ça va les concerner. Pour le moment, ça ne les concerne pas. Et ils n'ont pas eu quelqu'un pour le convaincre. Donc, ça joue également sur la mobilisation de l'opposition. Maintenant, Soro qui avait dit d'écrire et de dire qu'il n'y aura pas élection, les élections ont eu lieu dans les conditions qu'on connaît, mais quand même elles ont eu lieu. Il appelle à la sédition, il appelle à un autre niveau aussi de manifestation. Est-ce qu'il sera entendu? Mais est-ce que les armes doivent toujours crépiter? Est-ce qu'il ne faut pas trouver une solution? Mais comment une solution dans cette affaire-là? Ça va être du génie maintenant de la Côte d'Ivoire que ça va relever. Justement, c'est la question à laquelle on allait peut-être clore ce débat sur la Côte d'Ivoire. Cet appel, est-ce que véritablement vous la voyez comme justement un appel à la sédition, comme l'a qualifié les autorités ivoiriennes suite à cette sortie de Soro? Mais dès lors que vous appelez les uns et les autres à prendre les armes pour renverser un pouvoir... Est-ce que ça a été dit dans ces termes? On appelle l'armée à prendre sa responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire prendre ses responsabilités? Moi, je vais au-delà. Prendre ses responsabilités, ça veut dire quoi? De s'assumer en quoi faisant? Mais attends, c'est politique, c'est un message politique qui est lancé. Au Burkina, comment on appelle ça? Les insurgés ont appelé l'armée à prendre sa responsabilité. Elle a pris sa responsabilité. Les Maliens l'ont fait, l'ont dit, on a vu effectivement ce qui s'est passé. En son temps, du temps de ATT, déjà on commençait à dire à l'armée de prendre ses responsabilités. Aya Sanogo a pris ses responsabilités, la suite on la connaît. Ibeka c'était pareil. Au Burkina, pareil. Donc quand un monsieur comme Guillaume Soro appelle l'armée à prendre ses responsabilités, quand même c'est pas pour dire pour sortir protéger la population civile, parce que au premier degré, c'est ce que ça veut dire. Quand vous dites à l'armée de prendre ses responsabilités, au premier degré, c'est de protéger la patrie, c'est de protéger. Mais qui attaque la nation ivoirienne actuellement? Qui attaque? Pour qu'on sorte, qui attaque? Il n'y a pas d'attaque pour le moment. Il y a des actes de violence, des affrontements, il y a des actes de violence intercommunautaires. Mais pour le moment, qui relèvent des forces de premier et deuxième degré, la police et la gendarmerie. Et la police anti-émeute et la gendarmerie. On n'est pas encore au stade où il faut appeler les forces de troisième degré. Non, c'est pas vrai. Il a dit que les élections n'auront pas lieu. Les élections ont eu lieu. Ils ont tenté leur CNT, où il est ministre de la Défense, qui semble avoir de la difficulté à prendre. Il faut aller à une autre étape. Mais Soro aussi, c'est ce qu'il a pris. C'est le combat et c'est l'épreuve terrain pour lui qui gagne. Donc, il est toujours dans cette logique. Est-ce qu'il sera suivi? Parce que faire un coup d'État aujourd'hui sans assurer ses arrières, c'est pas évident. J'ai dit les Goïta au Mali ont eu de la chance qu'on a dit que c'est une démission assistée mais pas un putsch. Sinon c'était pas évident aussi. Donc il y en a qui vont réfléchir par deux fois. Alors pour certains également, il a donné le fouet au pouvoir en place ivoirien justement de les taper dessus, puisque déjà on a vu la réaction. On dit qu'on déplore le fait que la France puisse permettre à Guillaume Soro, depuis son territoire, de pouvoir déstabiliser, en tout cas d'intenter des activités de déstabilisation du pays. Est-ce que là, véritablement, il n'a pas péché dans sa communication? Il y a un risque en tout cas qu'à un moment donné, il devienne encombrant pour la France. Jusqu'à présent, il n'a pas trop dérangé. Mais quand les appels prendront un autre niveau, il risque à un moment donné d'être encombrant, d'être gênant pour la France. Alors que ces pays, souvent, ils ont des hommes pour garantir leurs intérêts. Et à un moment donné, quand vous ne faites plus partie de leurs intérêts,
Bon, la suite aussi, on la connaît. Donc, il gagnerait peut-être à tempérer. C'est vrai que, d'un point de vue de légitimité, l'égalité du régime Ouattara, on peut en discuter. Je fais partie de ceux qui estiment que Ouattara n'aurait pas dû. Je fais partie de ceux qui pensent que Ouattara n'a pas respecté la parole donnée. Et donc, il ne pouvait pas faire acte de candidature. Il l'a fait. La suite, on la connaît. Maintenant, comment on gère? Élection imparfaite ou violence post-électorale? La RDC a fait le choix de l'élection imparfaite que la violence électorale. En RDC, c'était une élection imparfaite. Au Gabon, on a eu 2 élections imparfaites. Au Togo, on a eu une élection imparfaite. La Côte d'Ivoire, une seconde élection imparfaite. Maintenant, il y a une violence, il y a un choix à faire. Qu'est-ce que les Ivoiriens vont choisir? Je pense que s'il appartient aux Ivoiriens de choisir entre l'élection imparfaite et la violence post-électorale. Mais des appels vont venir par rapport à l'un ou à l'autre choix à faire. Mais les Ivoiriens de s'assurer parce qu'avant tout, c'est leur pays. D'accord. La technique nous fait signe que finalement on ne pourra pas aborder la dernière affaire concernant la crise post-électorale au niveau des États-Unis d'Amérique où Joe Biden donc l'a remporté, en tout cas face à Donald Trump après quelques jours d'incertitude sur le comptage en tout cas de voix. On va y revenir certainement dans les jours à venir avec nos spécialistes à cette émission, le tribunal de l'actualité. Merci à vous Ben Abouma. Merci à l'équipe de réalisation et merci à tous ceux qui nous ont suivis. On vous retrouve demain mardi pour une deuxième convocation du tribunal de l'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.